Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui est vraiment au cœur du droit français, le dommage réparable. L'idée, c'est que quand un préjudice survient, la justice ne peut évidemment pas revenir en arrière, mais elle peut réparer. C'est ce mécanisme fascinant qu'on explore aujourd'hui. Allez, partons d'une situation très concrète que tout le monde peut imaginer. Un accident, une voiture est abîmée, une personne peut être blessée. La question c'est et après? Qu'est-ce qui se passe? Comment la loi intervient pour transformer ce préjudice, ce chaos, en une forme de justice? Bon, alors pour commencer, mettons les choses au clair. Qu'est-ce qu'un dommage? Parce qu'attention, pour le droit, ce n'est pas juste un petit pépin ou une contrariété du quotidien. Non, non, c'est une notion bien plus précise que ça. En termes juridiques, un dommage, c'est une atteinte négative. Une atteinte à quoi? Eh bien, au bien, au corps ou même aux droits d'une personne. Mais le point crucial, le vrai déclic, c'est que cette atteinte ouvre un droit pour la victime. Le droit de demander une compensation à la personne responsable. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Alors, pour s'y retrouver, le droit a tout classé dans deux grandes catégories, deux grandes familles de dommages. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé pour saisir comment la réparation va être évaluée par la suite. D'un côté, on a ce qu'on appelle les dommages patrimoniaux. Pensez patrimoine, portefeuille. C'est tout ce qui est quantifiable, ce qui touche à l'argent. La voiture à réparer, une perte de salaire, c'est concret. Et de l'autre côté, on trouve les dommages extra-patrimoniaux. Et là, on change complètement de registre. On ne parle plus des biens, on parle de la personne elle-même, les blessures physiques, la souffrance morale, le choc psychologique. Et justement, ces préjudices-là, les extra-patrimoniaux, on va s'y attarder un peu. Parce que c'est souvent là que les choses deviennent les plus délicates, les plus complexes et, disons-le, les plus humaines. Le premier, c'est le pretium doloris. Ça sonne un peu savant, c'est du latin, mais ça veut tout simplement dire le prix de la douleur. C'est assez fou quand on y pense. La loi essaie de quantifier la souffrance. La douleur physique, pure, c'est les traitements, des opérations, mais aussi la douleur morale, comme l'anxiété ou la dépression qui peuvent suivre un traumatisme. Ensuite, il y a le préjudice esthétique. Celui-là, il indemnise spécifiquement les changements visibles et permanents de l'apparence. Une cicatrice, une brûlure, une déformation. L'idée, c'est de prendre en compte l'impact sur la façon dont la personne se perçoit, mais aussi sur le regard que les autres portent sur elle. Et puis, il y a celui-ci qui est peut-être le plus parlant de tous, le préjudice d'agrément. Il couvre la perte des joies de la vie. L'exemple typique, c'est la personne passionnée de sport qui, à cause d'un accident, ne peut plus du tout pratiquer. Le droit reconnaît que cette perte de plaisir, c'est un vrai dommage. Et ça mérite réparation. Ok, donc on a identifié les différents types de dommages. Mais maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce qui fait qu'un dommage est vraiment réparable aux yeux de la loi? Parce que, attention, ce n'est pas automatique. Il y a des conditions très précises. En fait, pour obtenir une compensation, le dommage doit passer une sorte de checklist juridique. Premier point, il doit être certain. Pas une simple hypothèse, il faut que ce soit réel, prouvable. Deuxième point, il doit être personnel, c'est-à-dire qu'il affecte directement la personne qui demande réparation. Troisièmement, il doit être direct, la conséquence immédiate de l'événement. Et enfin, quatrièmement, il doit être légitime, c'est-à-dire toucher un intérêt que la loi protège. D'ailleurs, sur ce critère personnel, il y a quelque chose de fascinant. Ça ne s'arrête pas à la victime directe. Pensez à l'onde de choc d'une pierre dans l'eau. En droit, on appelle ça le dommage par ricochet. La souffrance morale ou même la perte financière des proches de la victime peut aussi être reconnue et indemnisée. Le but de la réparation, c'est d'essayer, autant que possible, de remettre la victime dans l'état où elle était avant. Pour ça, il y a deux grands chemins. Le premier, c'est la réparation en nature. On répare ce qui a été cassé. Et quand ce n'est pas possible, on passe à la réparation par équivalent. Et là, ça veut dire quoi? Eh bien, une somme d'argent, des dommages et intérêts pour compenser la perte. Bon, la question qui fâche un peu, qui paye, concrètement? Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont les compagnies d'assurance. Mais que se passe-t-il si le responsable n'est pas assuré ou s'il prend la fuite? Heureusement, il existe un filet de sécurité, des fonds de garantie basés sur la solidarité nationale qui peuvent intervenir pour indemniser la victime. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des individus. Mais ce qui est passionnant, c'est que la notion de dommage réparable n'est pas figée dans le temps. Elle évolue avec notre société et s'est même étendue bien au-delà de la sphère humaine. Et là, on touche à une avancée absolument majeure. Depuis 2016, la loi française reconnaît le préjudice écologique. L'idée est carrément révolutionnaire. C'est de considérer que la nature elle-même peut être une victime, que le dommage peut toucher l'environnement en tant que tel. Alors cette idée n'est pas tombée du ciel en 2016. Elle a été préparée par des années de batailles judiciaires.
L'affaire qui a tout changé, c'est celle de la marée noire de l'Erika en 1999. C'est à ce moment-là que les juges ont pour la première fois affirmé avec force le principe qu'on pouvait réparer le mal fait à la nature, bien avant que ce soit inscrit noir sur blanc dans la loi. Ok, mais quand on dit la nature, de quoi parle-t-on exactement? Bien sûr, il y a l'eau, l'air, les animaux, les plantes, ce qui est visible, mais la loi va plus loin. Elle protège aussi ce que les experts appellent les services écosystémiques. En gros, c'est tout ce que la nature fait pour nous en coulisses, purifier l'air, polliniser les fleurs, etc. Mais si la nature est une victime, qui peut parler en son nom devant un tribunal? Qui peut être son avocat? La loi a désigné plusieurs acteurs. L'État, bien sûr, des agents spécialisés, les mairies ou les régions concernées, et aussi, et c'est très important, les associations de protection de l'environnement, qui sont souvent en première ligne. Pour finir, et pour que tout soit bien clair, il faut qu'on regarde les deux grands piliers sur lesquels tout ce système repose. Ce sont deux logiques différentes, mais qui peuvent parfois se croiser. Il y a la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile, son seul et unique but, c'est de réparer le dommage. Son centre de gravité, c'est la victime. La responsabilité pénale, c'est autre chose. Là, l'objectif, c'est de punir quelqu'un qui n'a pas respecté les règles de la société. Le projecteur est mis sur l'auteur de l'infraction. Et pour un même fait, les deux peuvent tout à fait coexister. Le droit a donc fait un pas de géant, en reconnaissant la nature comme une victime potentielle. Et ça ouvre une perspective assez vertigineuse pour l'avenir, non? On peut se demander, à mesure que nos sociétés et nos valeurs changent, quels seront les prochains dommages que l'on jugera indispensables de réparer? La question reste entièrement ouverte.